Bonjour Général Michel Yakovlev. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Je le disais donc, la Russie a abattu 2 drones supposément ukrainiens hier. En tout cas, c'est l'affirmation russe qui dit qu'on a voulu assassiner Vladimir Poutine. L'Ukraine dément bien sûr. Que s'est-il passé selon vous? Bon, alors pour le peu d'images que j'ai vues, déjà ils ne les ont pas abattus. Ils les ont fait exploser. Parce que ce qu'on voit, on ne voit pas de missile qui vient les percuter. Et puis à 10 mètres d'un bâtiment, c'est pas ce qui serait arrivé. Alors, on ne voit quand pas vous de dites, ils les ont fait trajectoire. exploser, c'est-à-dire que c'est le drone lui-même Oui, qui je s'est pense détruit. à un drone qui a été télécommandé. Donc, moi, je suis dans la thèse du coup monté. Parce que c'est trop beau pour être vrai, vous voyez. Donc monté par les Russes. Oui. Donc c'est un mini-missile ou un doudou drone, vous voyez, brrr, qui va comme ça sur le truc. Et il y a le gars qui est avec le bouton qui est prêt. Hein, vas-y, Jean-René, on le pétarde. Vous voyez, on fait 2 explosions au-dessus du Kremlin et après on pousse des cris d'orfraie. Donc c'est exactement la thèse d'hier, Mikhailo Podolyak, conseiller de Zelensky, Oui. qu'on entend souvent. Il dit c'est une mise en scène pour justifier une attaque terroriste d'ampleur en Ukraine par les Russes. Oui, Pareil. Ah, je vois, quand on, alors attendez, a vu des images telles qu'on les a vues, je vois pas d'autres hypothèses que les images dont vous parlez, qu'on a vu encore ce matin, que la mise en dans scène. le matin LCI, sont des images qui ont été révélées initialement par les médias russes. Oui. Donc c'est censé être la version officielle russe, Oui, en effet. Donc c'est censé être des images qui, à la limite, devraient servir leur récit à eux et devraient attester que les Ukrainiens sont en faute. Oui. Et c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et en plus de ça, ils ne montrent aucune image des dégâts. Donc il n'y a pas de dégâts. C'est 2 petites explosions, c'est pouf au-dessus du Kremlin. Quel intérêt les Russes pourraient-ils avoir à une telle manipulation? Parce que ce que montrent aussi ces images, si on en reste à ça, c'est qu'on se dit, bah dis donc, ils ont quand même eu chaud, parce qu'en fait, les drones sont quand même tout près du Kremlin, ils sont quand même pas très capables, les Russes, de défendre leur propre territoire. On arrive au sein des seins, le cœur du pouvoir, et le drone s'approche à quelques mètres du bâtiment. Oui, c'est ça qui m'interpelle un peu, je vois pas l'intérêt. Parce que utiliser ça, par exemple, pour faire tomber un tabou de plus dans la guerre, bah, qu'est-ce qui reste comme tabou en dehors du nucléaire? Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, on va pas faire une frappe nucléaire pour 2 minables petits poums au-dessus du Kremlin. Ça c'est... Non. Alors, de notre point de vue, de notre logique, effectivement, ça s'entend ce que vous dites. Vous pensez que les Russes se disent pareil? Ça peut pas être utilisé comme un prétexte à vos yeux? Non. Alors maintenant, pour dire maintenant on va cibler le pouvoir ukrainien, ça c'est possible, au sens je vais cibler le pouvoir, parce que jusqu'à présent ils n'ont pas détruit le palais présidentiel, etc. Pour ça, ils ont des missiles pour le faire. Hein. Ils mettent des Kinjal, il leur en reste quand même quelques-uns. Donc ils mettent un missile à très cher sur le palais présidentiel et ils en font la même chose que le théâtre à Mariupol. Mais vous avez vu ce qu'a dit hier Dmitri Medvedev, l'ancien président. Il appelle à l'élimination physique de Volodymyr Zelensky et de sa clique, c'est son terme, clique. Il y a le président de la Chambre basse du Parlement russe qui s'est exprimé aussi pour dire « Je demande l'utilisation d'armes capables de stopper et de détruire le régime terroriste de Kiev ». Mais c'est ce qu'ils ont dit le 24 février 2022. L'élimination de Zelensky et sa clique. Donc, je veux dire, donc là, il présente comme une étape nouvelle quelque chose qui est depuis le début. Depuis le début, cette campagne est une campagne de dénazification, j'ai pas rêvé, ce sont leurs propres termes, et il s'agit de flinguer Zelensky et sa clique. Donc ce n'est qu'une répétition de ce qu'il disait au début. Juste une petite parenthèse, si on se place dans le scénario officiel qui a été présenté par les Russes, est-ce que les Ukrainiens auraient eu, à votre avis, la capacité de le faire? Est-ce que les Ukrainiens peuvent envoyer comme ça des drones au-dessus du Kremlin? Non, et pas cela. Parce qu'il semblerait, vu l'engin, c'est un drone. Je ne suis pas un spécialiste du drone, mais j'ai écouté avec attention les émissions d'hier soir sur cette auguste chaîne, et j'étais très convaincu par des drones, des voilà, petits drones. Un drone de moyenne portée tiré de quelques, peut-être au maximum quelques dizaines de kilomètres. Alors c'est pas pour exclure que les Ukrainiens ne puissent le faire, mais c'est douteux. Depuis le début, je me suis dit que si les Ukrainiens attaquent Moscou, ça sera pour quelque chose de symbolique, de beaucoup plus fort que ça. Par exemple, viser le Kremlin, viser Poutine, par exemple, symbolique. Oui, non, mais pas avec ça. Pas avec un petit truc qui fait pitié, si vous voulez.
avec 2 petits trucs, l'équivalent de 2 grenades, non, ça fait pitié. Non, ça aurait été un missile un peu plus gros pour le défilé du 9 mai, par exemple. Vous voyez, ça a quelque chose où là, là, on fait tourner les ambulances. La semaine prochaine, grand défilé patriotique pour commémorer la victoire sur l'Allemagne nazie. Qui est un peu modifié, mais qui pour le moment est maintenu. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs la Russie hier, défilé maintenu. Cela dit, ça peut aussi être une phase de répétition pour la Russie comme pour l'Ukraine pour la semaine prochaine, parce qu'en fait, les Russes peuvent utiliser cet épisode comme un prétexte pour dire voilà, on fait un défilé un peu réduit, parce qu'on est dans un contexte où on est menacé, et ça peut être aussi tentant pour des opposants internes ou des Ukrainiens de dire on va perturber ce défilé. Oui. Je ne connais pas les opposants internes en Russie, mais je doute qu'ils aient beaucoup de drones en stock, très franchement. Ça ne vous paraît pas être le plus crédible. Cela dit, si les Russes le font pour se donner un prétexte, pour pouvoir dire voilà, on va riposter, etc., à quoi faut-il s'attendre de votre point de vue ? Il y a déjà eu des frappes ces dernières heures, à Kiev, à Odessa, à Zaporizhzhia. Je précise que ce matin, l'Ukraine dit qu'elle a abattu 18 drones sur 24 lancés par la Russie, donc attaque de drones russes cette fois-ci, si on écoute les Ukrainiens. Il y a quand même ces frappes. Est-ce que c'est pour solde de tout compte, à votre avis, ou est-ce que les Russes ont réellement les moyens de frapper dur, de frapper fort, massivement l'Ukraine ? Je ne pense pas, parce qu'ils ont consommé leur stock. À l'heure actuelle, quand on voit entre octobre dernier, où il y avait eu des journées à, je ne sais plus combien, 96 missiles, et maintenant, en fait, ce qu'on voit, c'est leur capacité mensuelle qui est tirée tous les mois. On estime entre 20 et 60 le nombre de missiles style calibre qu'ils peuvent fabriquer à l'heure actuelle. Et quand vous faites le total de ce qui explose, c'est à peu près ça. Donc, vous vous souvenez, il y a eu un moment où il y avait des frappes massives. Puis après, c'était la frappe du lundi. Oui, tout à fait. Maintenant, il n'y a plus la frappe du lundi. C'était missiles plus drones iraniens à ce moment-là. Et les drones iraniens, il y en a beaucoup moins aussi. Donc, les Iraniens, ils leur ont donné leur stock. Et puis, maintenant, voilà quoi. Il y en a moins. Donc le ministère de la Défense britannique disait cette semaine la Russie n'a pas assez de munitions pour réussir son offensive. Vous en êtes aussi convaincu ? C'est pas juste une question conjoncturelle. C'est pas juste là cette semaine, c'est un peu tendu, c'est compliqué. C'est pour toute la suite. Conjoncturellement, ça fait depuis novembre dernier que je dis leur stock de missiles. Il y a bien un moment où il y en aura plus, et après ils seront dans une cadence. Leur cadence de tir sera équivalente à leur cadence de production. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. Alors, vous l'aviez dit sur ce plateau un matin. Voilà, ils doivent en avoir un stock de 300 ou 400 au cas où, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est le stock stratégique, c'est le jour où l'OTAN franchit la frontière, si vous voulez. Sinon, donc ils sont quand même obligés de s'en garder sous le pied. Après, il peut suffire d'un tir à portée très symbolique qui toucherait sa cible. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Wagner, il y a quelques jours, disait aussi avoir visé le général Igor Tantsiura. C'est le commandant des forces de défense territoriale ukrainiennes. Benjamin Cruer montrait tout ça hier dans les matins LCI, avec l'idée de se dire, quand on vise une tête de pont, un responsable, on peut déstabiliser un écosystème, une armée, un régiment. Est-ce que ça marche ? Est-ce que se dire, si on arrive à exterminer un bout d'armée, à éliminer un général, on déstabilise ces hommes et ces troupes. Oui, historiquement c'est arrivé. Par exemple en France, le général Georges, commandant le groupe d'armée Nord, a été tué dans un bombardement. Il a été pris par la patrouille, une chasse allemande. On est mai 40 quand même. Et du coup, la contre-offensive a été retardée de 2 jours et elle n'a jamais eu lieu. Vous voyez ? Donc la décapitation, c'est un bon plan. Alors maintenant, Syrski et sa bande, ils sont prudents, ils doivent être compliqués à cibler, les généraux ukrainiens, pour la même raison que les généraux russes sont compliqués à cibler, en fait. Et puis, ils ont un système qui est quand même redondant, au sens les ordres ont déjà été donnés, il y a ce qu'on appelle un plan de dévolution, c'est qui prend le commandement derrière, c'est le commandant second. À défaut, c'est chef d'état-major. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le système est ainsi fait que s'ils arrivent à en flinguer un ou deux, ça affaiblirait tout de même l'armée, mais sans la couler complètement. C'est un peu ce que vous dites, en fait.
Ouais, ça ne changera pas grand-chose dans les premiers jours qui suivront. Si on regarde ce qui se passe sur le terrain, je mets de côté cette question des drones, il y a aussi Kherson quand même, hein, parce qu'il y a eu des frappes russes qui ont fait au moins 21 morts, parce que le bilan n'a cessé d'évoluer ces dernières heures. Il y a un couvre-feu qui a été décidé dans la ville de Kherson pour 58 heures à partir de vendredi soir. Quand on regarde ce que dit le chef de l'administration militaire locale, il dit c'est la nécessité pour les forces de l'ordre de pouvoir faire leur travail. Mais il dit ça sans entrer dans le détail. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, ce qui se passe à Kherson? Est-ce que là, on est dans une mesure de diversion de la part des Ukrainiens, qui mettent un peu de brouillard pour qu'on ne comprenne pas trop? Ou est-ce qu'on est potentiellement dans le signe qu'il y a une contre-offensive très rapide, qu'on se prépare dans la région de Kherson pour avancer? Je pense qu'on est dans le plan psychologique. Il se passera peut-être quelque chose à Kherson, ou il se passera peut-être pas quelque chose à Kherson. Justement pour créer le doute chez les Russes. On crée des contre-feux, on crée des signaux difficile à interpréter. Pourquoi 58 heures Oui, et pourquoi vendredi soir? C'est à la fois très précis, c'est pas précis. Donc ça fait partie du brouillard de la guerre, du fumigène de la guerre, là, en l'occurrence. Voilà. Il se trouve que si on regarde la question de cette contre-offensive, y compris côté russe, c'est Evgeny Prigojine pour Wagner qui dit que de son point de vue, cette contre-offensive, elle a déjà commencé. Il l'accrédite par le fait d'avoir vu, dit-il, plus d'activités le long de la ligne de front. Alors quand il dit déjà commencé, il dit aussi il y a une phase active qui commencera dans les prochains jours. Est-ce que pour vous, on est déjà dans cette contre-offensive? Vous disiez un peu, au moins sur le plan psychologique, on y est. Oui, mais il est possible que la contre-offensive ukrainienne en reste là. Depuis un certain temps, c'est pas que je suis sceptique, mais je suis pas sûr que les Ukrainiens aient les munitions en particulier qu'il leur faut pour être sûrs de leur coup. Et pour eux, ils ne lanceront d'offensive que, alors on n'est jamais sûr à 100%, mais que comment on dirait, je la sens bien celle-là, vous voyez. Mais qu'est-ce qui leur manque pour pouvoir je ne suis pas sûr qu'ils aient de quoi envisager une attaque assez profonde pour couper la poche en deux, en pratique. Or, tout objectif inférieur à ça est dangereux. Je veux dire, par là, vous pénétrez de 20 km. Bon. Et vous n'avez pas coupé le pont terrestre. C'est vraiment séparé en deux parties. Oui. Le littoral tenu par les Russes. Ils doivent atteindre la mer d'Azov et, l'ayant atteinte, vaincre les contre-attaques russes. Au sens, maintenant, c'est fait. On a coupé la poche en deux. En dehors d'un objectif de cette ampleur-là, c'est pas la peine. Donc quand Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien, dit qu'on a atteint la ligne d'arrivée des préparatifs, vous avez un petit doute? On est peut-être plutôt dans la méthode Coué ou... Je suis pas sûr qu'ils aient tout ce qu'il leur faut pour une attaque profonde et durable. Et en revanche, tout ce qui met les Russes dans l'inquiétude, ça les use. Quand vous êtes en défensive sur 800 km, vous ne savez ni l'heure ni le lieu de l'attaque. C'est le cas des Russes. Donc sur 800 km... quand vous allez à la douche, c'est avec tout votre pactage pour être prêt à bondir. Quand vous dormez, vous gardez les chaussures aux pieds. Quand vous mangez, vous rangez tout de suite parce qu'il faut être prêt à partir. Quand vous téléphonez à la famille, c'est toujours dans l'esprit de c'est peut-être le dernier coup de fil et tout. Alors que quand vous êtes dans le confort de la troupe qui va attaquer, vous êtes au repos jusqu'à que vous attaquiez. Et vous maîtrisez votre agenda. Vous maîtrisez votre agenda, vous faites votre dernier courrier. J'ai connu ça, vous remballez vos affaires. C'est le dernier repas chaud avant d'y aller. Je prends une douche, je me mets des vêtements propres. C'était à quel moment pour vous? Pour moi, c'était pour la guerre du Golfe. Donc, je n'ai pas fait une grosse guerre. Hein. En revanche, j'ai vu la différence entre la défensive et l'offensive. L'offensive, c'est quand même le confort de se dire on ira quand on sera prêt. Et en attendant, je peux gérer mon plan de sommeil, par exemple. Je sais, bon, il faut que je fais la sieste, les gars. Vous voyez, là, le défenseur n'est pas dans ce luxe-là. Et quand vous l'entretenez comme ça pendant des semaines ou des mois, vous l'usez. C'est une forme d'offensive. Mais je vous demandais à l'instant, qu'est-ce qu'il leur manque aux Ukrainiens? Hier, Volodymyr Zelensky, qui était en déplacement en Finlande, il est aux Pays-Bas à présent maintenant pour se rendre devant la Cour pénale internationale, qui espère-t-il être juge un jour Vladimir Poutine. Il disait, nous avons grandement besoin d'avions. Mais il ajoutait, est-ce que nous les aurons? J'en suis certain. Et dans son idée, c'était, on engage la contre-offensive et les Occidentaux finiront par voir que pour qu'on achève le travail, il nous faut ces avions. Est-ce qu'il a raison d'afficher cette certitude? Il aura les avions de votre point de vue, in fine?
Je ne pense pas qu'il les aura à brève échéance, ou alors ils sont en train de préparer les pilotes depuis 6 mois. Sans qu'on le sache vraiment. Sans qu'on sache ce qu'on n'a pas vu. Bon, j'ai un gros doute parce que l'environnement, tant russe qu'ukrainien, est trop ferrugineux, si vous voulez. Il y a trop de missiles partout. Donc je ne vois pas même des F-16 accompagnés... Trop de missiles de défense anti-aérienne. Oui. Je les vois pas faire un emploi de l'arme aérienne à l'américaine, si j'ose dire, au-dessus de leur ligne de front. Ce qui leur manque, pour vous, c'est une quantité d'armes ou une quantité de munitions aux Ukrainiens pour tenir cette capacité de contre-offensive? Alors bon, ils auraient aimé avoir plus de chars que ce qu'ils ont, donc ils sont un peu courts, je pense. Et puis il y a le problème des munitions. Alors si ça se trouve, ils ont un gros stock, et simplement, moi, je ne le sais pas. Oui. Alors cela dit, quand on voit l'annonce de la Commission européenne hier, ça nous concerne directement, qui dit on débloque une enveloppe financière pour aussi augmenter notre capacité à produire des obus, par exemple. Ouais. L'objectif, c'est dans un an de pouvoir produire 1 million d'obus par an, sachant que de toute façon, à court terme, si on veut donner aux Ukrainiens, on continue de puiser dans nos stocks à nous. Donc je ne sais pas si les Ukrainiens ont assez, mais en tout cas, nous, visiblement, on se prépare parce qu'on se dit qu'il leur faut plus à l'avenir. Ça montre comme l'Union européenne, mais c'est surtout les pays, et en particulier mon pays, la France. Parce que là, on est en train de dire, attention, dans un an. Non mais j'ai pas rêvé, cette guerre, elle a commencé il y a plus d'1 an. Donc le plan industriel, c'était début mars 2022 qu'il fallait le faire. Nous avons tous perdu 1 an. C'est quand même terrible de se dire, il y a l'été dernier, notre président a dit, il faut que l'industrie se mette en ordre de marche. Non, ça n'existe pas, ça. Vous faites des contrats et les gens répondront aux contrats. Donc c'est il y a 1 an qu'il fallait dire, c'est clair, on recrée une industrie de défense. On ne s'est pas mis en économie de guerre, pour reprendre la formule bien connue. On est en train de le faire maintenant, puisque voilà, on est en train de remonter une usine qu'il y avait au Pontet avant, quand j'étais lieutenant, pour faire de la poudre, au nord d'Avignon. Donc on est en train de mettre en œuvre maintenant ce qui aurait dû être fait l'été dernier. C'est-à-dire que l'Europe est en pleine guerre, enfin, aux franges de l'Europe, il y a la guerre, et il nous a fallu 1 an pour se rendre compte qu'on était concernés, en fait. Je suis un peu méchant en disant ça, mais moi, je ne comprends pas les atermoiements. Et puis, Mais est-ce que c'est pas ce qu'on fait, par exemple, alors, sur le plan de l'industrie, admettons, peut-être qu'il y a un temps de réaction. Par exemple, quand on s'entraîne, là en ce moment, ça fait plusieurs semaines que ça dure, l'opération Orion, le plus gros exercice militaire depuis 30 ans, est-ce que ça, c'est pas précisément la preuve que quand même on a pris la mesure, qu'on se dit qu'il faut être prêt à répondre à tous les types de conflits, de toute nature, sur tous les terrains? Alors ça, Orion, c'est une planification qui remonte à 3 ans. Et l'armée... C'est pas la guerre en Ukraine qui vient nourrir... Non. Alors, il se trouve que ça donne un degré d'urgence, mais depuis des années, l'armée de terre dit, nous devons être prêts. L'Afghanistan, c'est pas le visage actuel de la guerre. Le vrai visage actuel de la guerre, on l'a vu dans Nagorno-Karabakh en 2020, en particulier avec les drones et les munitions rôdeuses et ce qu'on arrive à faire avec des moyens finalement pas très chers, et les drones turcs d'ailleurs, soit dit en passant. Donc pour l'armée de terre, ça fait longtemps qu'elle se dit il faut qu'on se prépare à faire cette guerre. Et paradoxalement, dans la loi de programmation militaire telle qu'elle semble se dessiner, on a l'impression que l'avenir de la France se joue en Indo-Pacifique et que ça se fera sans l'armée de terre. Ça me paraît... Je ne sais pas ce qu'il y a dans le livre, dans la LPM, à la fin des fins, mais je sais ce qu'il n'y a pas. Et c'est une capacité réelle d'action terrestre, une division. Vous le dites aussi parce que c'est votre histoire personnelle, que c'est votre culture. Peut-être que un général de l'armée de l'air ou de la marine le verrait différemment. Oui. Je veux bien cet argument. Maintenant, ce que je dis, c'est que la mesure de la puissance terrestre, aujourd'hui, l'unité de mesure, c'est la division. C'est-à-dire la capacité d'encadrer un certain volume de force et d'amener des moyens qui sont spécifiques à la division, notamment la défense solaire, une artillerie avec des capacités de feu précis dans la profondeur, un génie, par exemple, pour du pontage, du franchissement, comme devant Kherson, comme si je veux dire. Voilà. Avec le Dniepr. Donc ces capacités-là qui sont de niveau divisionnaire.
Les Américains ont ça. En Europe, personne n'a ça. Alors, il y a des bribes chez les uns et chez les autres. Mais si la France veut compter en Europe, elle doit créer une capacité divisionnaire, d'encadrement de division et les éléments organiques de division. Pour l'instant, les Polonais vont le faire. Donc à l'heure actuelle, on se prépare à être les Belges des Polonais, en fait, avec la LPM actuelle. Ça me fait de la peine. Et avec beaucoup d'affection et de respect pour les Belges, soit dit en passant. Et pour les Polonais, au passage. Aussi, oui, qui, eux font cet effort. C'est un appel du général Michel Yakovlev ce matin aussi à faire attention. Je rappelle que cette loi de programmation militaire, elle va débuter son parcours parlementaire. Il sera peut-être encore temps d'apporter quelques corrections. On parle des 7 années à venir, plus de 400 milliards d'euros. Merci beaucoup, général Michel Yakovlev, d'avoir été sur ce plateau ce matin. Dans un instant, c'était Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info. D'abord, votre météo, Ange.